Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver en ce mercredi 7 novembre. 7 novembre, une date pas comme les autres, une date exceptionnelle qui nous permet de mettre un accent sur des acteurs exceptionnels du monde littéraire béninois. Aujourd'hui, nous allons explorer une fois encore la filière du livre. Oui, la filière du livre, une filière mal connue, une filière un peu malmenée tout de même, parce qu'en réalité, il s'agit de toute une économie méconnue des acteurs, une économie méconnue de ceux-là même qui devraient prendre le devant des choses pour parvenir à booster cette véritable filière qu'est la filière du livre. Aujourd'hui, nous allons axer toutes nos réflexions autour du livre avec des acteurs de ce secteur, avec des acteurs de cette filière qui vont venir ici faire le débat avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant même, vous êtes les bienvenus. L'émission, c'est 5 sur 7 matin et j'ai toujours le bonheur et le plaisir de partager le plateau avec Sedami. Bonjour, ça va? Bonjour Sénandé, ça va, super. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir de vous retrouver donc en ce mercredi. Vous l'avez si bien dit, vous l'avez si bien introduit. Aujourd'hui, nous allons axer donc, focaliser notre attention, nos échanges autour donc de cette journée de l'écrivain africain. Nous allons pouvoir parler réellement de cette filière du livre. Loin d'être aujourd'hui une fête, il faudrait pouvoir réellement réfléchir à quel avenir pour ces acteurs de la chaîne du livre. J'ai envie de dire, nous aurons donc le bonheur, le plaisir de recevoir sur ce plateau ceux-là même qui travaillent dans ce secteur. Ce sera autour de 7h, 7h15, juste après le bulletin de l'information. Mais vous le savez, aujourd'hui, c'est mercredi. Et comme tous les mercredis, nous parlons économie. Oui, nous allons parler spécifiquement aujourd'hui de l'inclusion financière. Comment aider ces gens-là qui ont envie d'entreprendre à pouvoir réellement avoir le financement nécessaire? C'est à travers l'inclusion financière, un financement, je dirais, un peu plus participatif. Nous aurons le temps d'en parler. Et puis, comme tous les autres mercredis, il sera encore en notre compagnie. Aujourd'hui, il nous parle de quelque chose de tout particulier, quelque chose d'important pour toutes les entreprises et pour toutes les industries également. Il s'agit de ce que l'on appelle dans le jargon économique le business plan. C'est bien sûr de cela que nous parle aujourd'hui notre expert de l'ANPME. Il s'agit de Maxime Toclor. Et puis, de l'autre côté, samedi prochain, ils seront justement devant caméras et micros pour pouvoir primer les meilleures entreprises de l'UEMOA et du Bénin en l'occurrence. Il s'agit donc de ce cabinet de finances, cabinet Ecofinance Bénin. Déjà en 2015, ils étaient à Cotonou où ils ont primé les 100 meilleures entreprises les plus dynamiques du Bénin. Eh bien, cette année 2018, Ecofinance Entreprise a décidé d'offrir la palme, de décerner la palme à toutes ces meilleures entreprises de l'espace UEMOA et du Bénin. En particulier, nous aurons le temps de recevoir donc sur ce plateau le coordonnateur adjoint de ce gala qui va nous donner justement les derniers détails quant à l'organisation de cet événement ô combien économique. Dans nos assiettes, nous sommes mercredi, dans nos assiettes aujourd'hui, on vous offre du café. Oui, du café. Est-il bon ou mauvais pour la santé? Bien sûr que Priska de Oubachabi nous le dira. Ça va être dans la troisième partie qui sera consacrée également au sport et puis à la revue de la presse. 5 sur 7 matin, c'est parti.
C'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la chaîne BB24 qui nous amenait découvrir la belle ville, la belle commune de Ouidah. Oui, c'est dans le département de l'Atlantique, je dirais une cité historique. Ouidah qui abrite le temple des Pitons et bien d'autres édifices. Il faut absolument découvrir cette belle ville, cette belle commune de Ouidah. La suite de 5 sur 7 matin avec le flash d'information, une présentation donc de Nicanor Kovi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce flash que nous entamons par la Direction générale de la police républicaine à Cotonou. Hier, mardi, le président du COS Lépi est allé constater de visu que les cartes Lépi appréhendées récemment auprès de faussaires ont été illégalement confectionnées. Occasion pour Janvier Yawedéou de rassurer les Béninois sur la bonne tenue des élections législatives prochaines. Des fausses cartes en circulation, c'est à des fins non électoralistes, c'est à des fins d'escroquerie. Donc ça n'a rien à voir avec le COS Lépi, ça n'a rien à voir avec la politique et donc on rassure le peuple. La rigueur sera appliquée aux fraudeurs ou aux falsificateurs, aux malfrats. Donc il n'y a aucun souci d'un point de vue politique. Donc je voudrais rassurer l'opinion publique à ce sujet. Je voudrais également rassurer l'opinion publique nationale et internationale pour dire que même un détenteur de plusieurs cartes ne peut voter qu'une seule fois. Parce que ce qui fait foi, c'est la liste électorale. Et la liste électorale est en super grande sécurité. D'une direction générale à une autre, intéressons-nous à présent à la rencontre tenue hier, mardi, entre le directeur général des infrastructures et les responsables de l'entreprise Ebomaf. Le retard dans l'exécution des travaux sur l'axe Hevier-Kalavik-Bota, seul point à l'ordre du jour de cette séance de travail. Envoyer un petit rapport pour dire ce que l'entreprise a réalisé dans la journée, appuyé du planning journalier du lendemain. Et dans le point de chaque jour, il faut nous dire si les prévisions ont été respectées. Et si ça n'a pas été respecté, qu'est-ce qui a été la cause et qu'est-ce qui est prévu pour résorber cela le lendemain. Nous allons faire cela jusqu'à ce que le chantier atteigne son rythme de croisière. Du COS Lépi aux infrastructures via la police républicaine, l'actualité nationale est également politique. C'est ainsi qu'à Abomey, différentes actions du gouvernement ont été rapportées aux populations de cette cité historique. Le stade omnisport de la ville a servi de cadre à ce meeting sur des aires de grande mobilisation. L'eau, j'espère que les gens ne sont pas aveugles ici. Quand on voit les gros tuyaux là, venir de Zogodomé en direction d'Abomey, continuant sur Djidja, moi je n'ai plus rien à dire. L'eau égale la vie. C'est comme ça qu'il faut interpréter l'action de développement du gouvernement du Pakistan. Et puis, il y a une réforme majeure. Je parle maintenant de la sécurité. La sécurité a conduit une réforme majeure avec la fusion de l'ex-police nationale avec l'ex-gendarmerie nationale pour donner naissance à la police républicaine. Dans le jour, restons-y. La jeunesse de ce département, réunie au sein de la coalition citoyenne des jeunes du Bénin, a dit rejoindre le bloc progressiste. Un meeting géant a servi de toile de fond pour cette annonce faite à Glazoué le week-end écoulé. Oui, nous avons opéré ce choix. En toute responsabilité et en toute fierté, car nous sommes, vous êtes, les heureux bâtisseurs de ce nouveau destin. Merci d'être les pionniers pour écrire cette nouvelle page de notre histoire commune, sous le leadership éclairé du président de la République, le président Patrice Talon.
Meeting politique dans le zoo et réunion d'artisans dans l'Atlantique. À Abomey-Calavi, les dieselistes de la commune et les pompistes de l'Atlantique disposent désormais de leur association professionnelle. C'est pour défendre les intérêts des membres de l'association et secondo, défendre à tout prix au pouvoir des pouvoirs publics et locaux ce qui est le leur, voir comment fonctionner, comment l'association, comment les dieselistes et les pompistes vont travailler dans la commune d'Abomey-Calavi, dans la gaieté et la fierté, pour que leur travail paie effectivement. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. On vous retrouve la semaine prochaine. Nicanor Kovic assure tout à l'heure la revue des titres des quotidiens qui sont parus pour le compte de ce mercredi 7 novembre. Juste après, on va vous donner lecture de la question du jour avant de retrouver le premier invité de la journée. Ça va être bien sûr Maxime Toclo avec qui on parle aujourd'hui de business plan. On marque une courte pause. On vous retrouve dans une poignée de secondes. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, ce sont les enseignants qui sont accusés. Depuis 1990, les enseignants sont tous des patriotes. De jour comme de nuit, ils travaillent pour nous délivrer des affres de la maladie. L'exercice de droit de grève dans le secteur de la santé contraste avec le serment d'Hippocrate. Si l'infirmier ne se sent pas bien, est-ce qu'il peut bien soigner? Monsieur, où sont les brancardiers? Je suis venu avec une malade. J'en suis un, mais je ne travaille pas. Tout ce beau monde est désormais interdit de grève. Palabre citoyenne, c'est votre magazine où sur des questions d'actualité, le peuple fait son show, son cinéma. La voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. L'émission c'est 5 sur 7 matin sur la télévision nationale. Merci de votre fidélité. Nous sommes évidemment mercredi et juste après le flash d'information, nous allons pouvoir être un peu plus complet sur l'actualité. C'est à travers la revue des titres des quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. Et cet exercice, nous allons le faire avec Awa Chérif. Bonjour Awa. Bonjour Ricardo, Serge, bonjour. Bonjour Awa. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est la revue des titres que nous allons démarrer avec le quotidien du service public La Nation. La Nation qui titre en manchette ce matin, mesures d'accompagnement pour le projet Arche, des cartes d'identité gratuites aux populations. Avec l'image à l'appui à la une de ce journal. Et puis enseignement supérieur des écoles privées suspendues, fermées et autorisées. Voilà. Un autre titre à retrouver à la une de ce quotidien. Problématique de l'emploi des jeunes, arrimer les offres de formation aux besoins réels du marché. On reste toujours avec La Nation, avec cette affaire de fraude douanière, violence et voie de fait. 6 ans de prison pour Mohamed Atao Renoro. On passe à un autre journal, Ricardo. Allez-y. Oui, allez-y, Ricardo.
Un autre quotidien ce matin, l'actualité qui parle donc de l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Bon, je suis obligé de vous aider. Talent impulse la dynamique à travers la loi de finances gestion 2019. Bonne nouvelle donc pour les micro et petites entreprises. La taxe professionnelle synthétique, la TPS, qui passe de 400 000 francs à 150 000 francs CFA. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, sans doute, pour les micro et petites entreprises. Et puis, j'ai un meeting le week-end écoulé à Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le mouvement Ensemble a rejoint le bloc progressiste. Un autre quotidien. On va voir Bénin Intelligent à présent qui nous parle de lutte contre la pauvreté et annonce que le président Talon lance les chantiers de l'Arche. 350 000 pauvres extrêmes pris en charge dès le 1er janvier. Le journal revient également sur la 13e session de l'Assemblée générale de l'EEOA, le marché régional de l'électricité, désormais sur le rail. On passe à un autre journal à présent, l'événement précis qui titre en manchette 6 ans de prison ferme et 3 milliards d'amende pour Atao dans l'affaire fraude douanière. La justice condamne un député de la mouvance, analyse le journal l'événement précis. On passe à un autre quotidien. L'économiste maintenant. Investissement au Bénin, Biotiané et l'AFD échangent avec les privés sur les opportunités. Et puis célébration des 60 ans de la Béninoise, une organisation réussie pour la Sobebra selon l'économiste. Et puis il y a un article très intéressant là-dedans qu'il va falloir lire à propos de parité homme-femme. Le journal écrit « Et si Talon suivait Kagame qui a réussi 50-50 ». C'est vraiment important. Bah ouais. Je savais que ça vous intéresserait. Merci beaucoup, Awa. On vous retrouve tout à l'heure. Merci et à tout à l'heure donc. D'accord. Allez, on revient maintenant sur 5 sur 7 matin, bien sûr, ça se poursuit avec maintenant la question du jour. Aujourd'hui, c'est le 7 novembre, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Nous faisons focus aujourd'hui sur l'écrivain, sur le livre, sur toute la filière en réalité. Et nous avons cette question pour vous. Quelle politique faut-il mettre en place pour permettre aux acteurs de la filière du livre de bénéficier de leurs œuvres? Selon vous, quelle politique faut-il mettre en place pour permettre aux acteurs de la filière du livre de bénéficier de leurs œuvres? Vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous sur nos différents canaux, Facebook, Twitter ou WhatsApp. On vous le rappelle, c'est le 61 19 88 88. Le 61 19 88 88. À propos de livres et d'écrivains, que nous dit-il le sage? Allons-y, découvrir rapidement les paroles de sage. On y va? Tout de suite. Allons-y. On y va. D'accord, allez. Il fallait annoncer donc les paroles du sage, c'est très important. Alors le sage, ce jour, il annonce Gilles Lamère. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci: il y en a qui sont écrivains sans pouvoir écrire et d'autres qui écrivent sans être écrivains. Il y a la nature et il y a le talent. Il y a aussi l'absence de l'un comme de l'autre. C'est Gilles Lamère qui nous le dit. Il y en a qui sont écrivains sans pouvoir écrire et d'autres qui écrivent sans être écrivains. Il y a la nature et il y a le talent. Il y a aussi l'absence de l'un comme de l'autre, tout simplement. Ben ouais. Allez, c'est bien compris. On va maintenant retrouver le tout premier invité de la journée. Il s'agit de Maxime Toklo de la NPME, avec qui nous parlons aujourd'hui de business plan. Quelle importance pour les PME et les PMI?
Oui, comme tous les mercredis, il est au rendez-vous aujourd'hui. Il nous amène découvrir le business plan. Quelle importance donc pour les petites et moyennes entreprises et pour les petites et moyennes industries. Maxime Toklo, bonjour. Bonjour Ricardo. Bonjour Serge. Bonjour Max, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de business plan. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? C'est quoi déjà? Oui, il faut dire que le business plan, c'est un document de planification qu'une entreprise élabore, soit à la création ou pendant le développement de ses activités. C'est un document qui retrace l'ensemble des activités que l'entreprise veut mener et qui aborde également beaucoup d'autres aspects, notamment les aspects de marketing, les aspects économiques, les aspects liés à la clientèle. Et donc, tout ce dont le partenaire financier ou tout autre partenaire a besoin pour bien comprendre ce que l'entreprise veut réaliser comme activité. Donc, c'est un document qui est indispensable, même si on n'a pas besoin de financement, parce que beaucoup pensent que c'est seulement lorsqu'on a besoin de financement qu'il faut élaborer son business plan. Et comme, par définition, c'est un outil de planification, on a besoin de se planifier, même si les ressources qu'on veut injecter dans l'entreprise ne doivent pas venir d'ailleurs, il faut toujours se planifier pour mieux gérer. Donc, c'est un outil indispensable pour toute entreprise. Indispensable pour toute entreprise, vous le dites si bien, ça veut dire qu'on devrait la négliger. On ne devrait pas la négliger, et toute entreprise, même si je veux faire une petite activité personnelle, sans ressources externes, je dois l'avoir. Je dois savoir ce que je vais faire, à quel moment je dois le faire, comment je dois le faire et à quoi je dois m'attendre comme résultat. Parce qu'après tout, une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Alors, le business plan me permet de savoir si je vais vraiment gagner de l'argent en menant cette activité, si c'est à profit ou si c'est à perte. Donc, en principe, on devrait se lancer dans ces calculs, on devrait s'assurer de la rentabilité de ce que l'on veut faire, sinon ce n'est pas une entreprise, ça devient alors du social. Donc, toute entreprise en a besoin. Alors, concrètement, à l'opérationnel, comment est-ce qu'on rédige son business plan? Quelles sont les informations que nous devons mettre dans ce document-là? Voilà. Il faut dire que le business plan, son contenu peut varier. Mais il y a ce qu'on retrouve dans tout business plan, ce qu'on doit retrouver dans tout business plan. Et selon les objectifs, selon les partenaires auxquels on veut s'adresser dans certains cas, le canevas, c'est-à-dire le plan de présentation, peut connaître des modifications. Mais en général, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Il y a une première partie qui parle donc du porteur du projet. Le porteur, il peut être un individu, comme il peut être une entreprise. Donc, on est intéressé à connaître qui est ce porteur-là. Si c'est un individu, on a besoin d'avoir des informations sur son état civil, sur ses qualifications professionnelles, un peu sur ce qu'il a fait aussi par le passé, c'est-à-dire ses expériences par rapport au projet. C'est important, ça peut permettre de déterminer les chances de réussite du projet. Alors, si c'est une entreprise, il est important de connaître aussi sa création, ce que l'entreprise a eu à faire par le passé. Est-ce que l'entreprise a une historique en matière de mobilisation de ressources financières, de ressources techniques? C'est important aussi de le savoir parce que, après tout, lorsque l'entreprise veut mobiliser des ressources, eh bien, si elle n'est pas habituée à le faire, on prend des précautions. Parce que prendre du crédit, rembourser, c'est aussi quelque chose qu'on apprend. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'éducation financière. Si on n'est pas habitué à le faire, on peut bien avoir les ressources et les détourner ailleurs. Donc, c'est important, c'est intéressant de le savoir. Donc, cette première partie concerne la présentation du porteur du projet. Et après cela, il y a une partie qu'on retrouve généralement également, c'est ce qu'on veut faire, le descriptif. On veut savoir ce que vous voulez faire dans les détails. C'est important de le décrire pour qu'on, si c'est une activité de transformation, il faut décrire le process technologique pour qu'on s'assure que vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Si c'est une activité de négoce,
de services non financiers, par exemple, il faut bien décrire comment vous voulez mener cette activité. Donc, dans cette deuxième partie, on retrouve le descriptif, c'est un peu l'étude technique du projet. Et nous avons également une partie qui concerne l'étude de l'offre et de la demande. Et vous voulez vendre un produit, c'est important de savoir est-ce que le marché est demandeur. Quelle est aujourd'hui la situation de l'offre de ce produit sur le marché, de ce produit ou ce service sur le marché? Quelle est la situation liée à la demande? C'est important d'analyser tout cela pour voir si vraiment votre produit a des chances d'être vendu. L'autre aspect aussi qu'il faut ressortir, c'est lorsque vous avez la chance d'avoir déjà des clients qui vous font des promesses d'achat. Donc, c'est important de le ressortir à travers cette partie d'analyse de l'offre et de la demande pour montrer que vous avez déjà un marché existant et que vous voulez tout simplement combler. Donc, cette analyse paraît également très importante. Et nous avons la deuxième grande partie, c'est l'étude économique du projet. C'est là où il faut présenter tout ce qui est à faire comme investissement et tout ce qu'il faut, quels sont les coûts de ces investissements, les différents équipements que vous voulez acquérir et tout ça. En matière également de fonds de roulement, de quoi vous avez besoin, c'est important d'aller dans les détails. Les moindres détails ici sont très importants pour permettre une bonne analyse, une bonne étude de votre business plan et jusqu'à dégager donc venir aux questions de rentabilité économique et tout ça pour s'assurer que en injectant de la ressource, eh bien, on est sûr d'avoir des bénéfices. Alors, donc, Maxime Toklo, est-ce à dire que quand on rédige son business plan, c'est par rapport spécifiquement à un produit donné, c'est ça? C'est par rapport à un produit ou à un service. L'entreprise, si c'est à la création, on décrit tout cela pour montrer ce que l'entreprise veut faire. Si c'est une entreprise qui existe déjà, qui mène déjà des activités et qui veut aller de l'avant, donc qui veut soit développer un nouveau produit ou un nouveau service ou qui veut étendre son activité, c'est important aussi de le préciser. Donc, ça veut dire que si on ne veut rien faire, on n'élabore pas le business plan. Mais si on veut vraiment que son entreprise évolue ou si on veut la créer, eh bien, c'est important de se doter de cet outil dont toute entreprise a besoin. Je comprends un peu que ça ressemble à un outil de prévision. Oui. Mais vous avez dit également qu'il faut aller dans les moindres détails. Oui. Comment est-ce que dans des prévisions, on peut aller dans les moindres détails? Oui. Et lorsqu'on veut s'investir dans une activité, il est important d'aller collecter des données sur cette activité-là. D'accord. Et donc, dans le processus d'élaboration, il y a cette phase de collecte de données pour avoir un certain nombre d'informations. Et qu'on le veuille ou non, c'est un outil de planification. Comme je le disais tantôt, et en matière de planification, on prévoit. On se dit, on veut faire ceci, on veut faire cela. On fait des estimations en termes de quantité et tout. Mais il n'est pas dit qu'à la mise en œuvre, qu'on le respecte à 100%. Mais on doit faire l'effort de se tenir à cela. Et donc, c'est toujours une planification. Et donc, on peut prévoir à la mise en œuvre. On verra si ce qu'on a prévu peut être respecté à la lettre. Mais on doit faire l'effort. Et on doit pouvoir justifier les raisons pour lesquelles on n'est pas resté dans les normes par rapport à ce qu'on a prévu en cas disons, d'écart. Donc, on peut prévoir. On peut prévoir en termes techniques, en termes économiques. Je veux produire du haricot, je dois pouvoir dire je veux produire sur telle superficie. On sait que lorsqu'on fait du haricot, à l'hectare, on a tel rendement. Je dois pouvoir collecter ces données et faire mes prévisions en conséquence. Et savoir donc que si je produis telle quantité, si je produis sur telle superficie, en respectant bien sûr les normes, eh bien, j'aurai telle quantité de produits à vendre. Alors comment vais-je faire pour écouler cette quantité de produits? Donc tout cela est lié. Donc c'est pas compliqué, c'est facile de prévoir, mais il faut collecter les données à la base pour faire de bonnes prévisions. Alors, Maxime, j'ai une petite et moyenne entreprise ou une PMI, j'ai envie de faire mon business plan. Comment je fais? Alors, je peux, parce qu'il n'est pas évident que vous ayez les compétences pour élaborer le business plan. Cela se peut que dans l'entreprise, qu'il y ait des personnes qualifiées qui ont une expérience en la matière, qui peuvent élaborer elles-mêmes le business plan. Et la banque ne va pas
vous renvoyez parce que c'est vous-même qui avez rédigé votre business plan. L'essentiel, c'est que le document soit rédigé selon les règles de l'art, hein, en respectant les différents compartiments, en faisant les calculs comme cela se doit. Si vous savez le faire, cela ne pose aucun problème. Mais la grande majorité ne sait pas le faire. Et c'est tout à fait normal, ce n'est pas le métier de tout le monde. Donc il faut s'adresser à des structures publiques comme privées qui savent le faire. Parce qu'il y a une manière particulière de le faire, c'est cela? Oui, il y a une façon de rédiger. Il ne suffit pas, par exemple, d'être journaliste pour bien rédiger un business plan de création d'un organe de presse. Donc ce n'est pas évident. Donc, et surtout, il y a une partie qui dérange beaucoup, c'est les analyses économiques. Et si on ne sait pas le faire, si on ne sait pas bien faire les calculs, on risque de passer à côté. Donc, il y a effectivement cette manière de le faire. Il y a des formations qui sont destinées à cela. Hein. C'est vrai que certaines qualifications, notamment ceux qui font des formations en sciences économiques et autres, sont plus destinées à mieux élaborer ces documents. Mais au-delà de cela, il y a des formations que l'on donne qui permettent à ceux-là qui ne sont pas forcément de ces profils de bien maîtriser l'élaboration d'un business plan, de maîtriser toutes les compétences, toutes les composantes et de pouvoir faire les calculs économiques pour déterminer la rentabilité du projet. Donc, on peut le faire si on décide de le faire. On peut être littéraire et décider d'aller apprendre à élaborer un business plan et savoir bien le faire. Donc, c'est une question de volonté aussi. Donc, voilà. Au cas où je n'ai pas les compétences. Au cas où je n'ai pas les compétences, je m'adresse à des structures qui savent le faire. Il y a des cabinets privés, il y a des consultants individuels, il y a des structures publiques aussi qui peuvent vous aider à élaborer votre business plan. L'ANPME fait ce travail-là également. Donc, on vous accompagne, on vous aide à l'élaborer dans des conditions bien définies. Ce n'est pas à 0 francs. Vous convenez avec moi que, oui, ce n'est pas à 0 francs. Il faut payer. Il faut payer. Et là encore, je précise, les coûts dépendent du type de projet que vous voulez élaborer. Ah oui, il y a des projets qui vont nécessiter plus de travail, qui vont nécessiter plus de collecte de données, qui vont nécessiter plus d'analyse. Et qui vont demander... c'est un service public. Oui, quand c'est l'ANPME, les coûts sont très réduits, c'est évident. Mais nous ne faisons pas la concurrence au privé, nous les laissons aussi parce que nous ne pourrons pas élaborer des business plans pour toutes les entreprises du Bénin. Donc, il y en a beaucoup qui veulent, mais on essaie quand même d'aider les petits à se doter de ces outils de planification à moindre coût. Alors, est-ce que, Maxime, de la qualité de ce business plan rédigé dépend justement ce que je vais obtenir? Est-ce que je pourrais gagner le marché éventuellement si j'avais un bon business plan? Oui, si avoir un bon business plan, c'est une étape. Et il y a encore une autre. Il y a encore une autre. Une autre est de pouvoir mettre en œuvre ce business plan conformément à ce qui est écrit. Ce qu'on constate dans beaucoup de cas, et l'expérience est là, on a vu des projets, des structures de financement, des mécanismes de financement qui n'ont pas pu connaître du succès, tout simplement parce que les gens n'ont pas exécuté le projet qu'ils ont élaboré au départ. Donc, il faut respecter rigoureusement ce qu'on a élaboré comme projet, ça c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est d'avoir les capacités techniques pour mettre en œuvre le projet. Vous allez voir certains qui élaborent un bon business plan, et qui font des prévisions, mais qui à la mise en œuvre font du n'importe quoi. C'est-à-dire, on ne met pas la personne qualifiée à la place qu'il faut pour faire le travail. On veut faire des économies. Est-ce que tout ceci est prévu dans le business plan? Dans le business plan, vous devez décrire, vous devez aller dans les détails sur le personnel technique qui va faire le travail. Quel est son profil, quelle est son expérience, et montrer que effectivement vous avez des gens où vous pouvez recruter des gens qui ont les capacités techniques pour bien faire fonctionner tout cela. Qui ont le profil du job. Oui, qui ont le profil du job, c'est important. Et c'est justement à ce niveau que beaucoup trichent. Beaucoup trichent, vous voyez des gens qui font des prévisions en matière de rémunération et qui, à la mise en œuvre, préfèrent diviser par 2, par 3, parce qu'on veut faire des économies. Alors, ou bien on va chercher le frère du cousin. Voilà. Qui est chômeur, qui vient de finir à l'université. On veut l'aider. Et la famille vous dit, eh bien, tu ne peux pas laisser ton frère qui chôme pour aller recruter un autre, alors qu'il n'est pas forcément compétent
pour faire le travail. Donc, il y a des problèmes à ce niveau-là et malheureusement, beaucoup ne respectent pas ce qu'ils ont écrit, beaucoup ne mettent pas les compétences nécessaires pour faire le travail et beaucoup veulent économiser aussi sur la qualité des investissements. Parce que acheter un équipement, on peut avoir le même équipement, peut coûter moins cher comme il peut coûter plus cher. Il n'est pas dit que ce qui est moins cher est la meilleure qualité. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Ou certains prévoient des équipements neufs et vont acheter des équipements d'occasion. Mais vous convenez avec moi que la partout, durée de vie ne ce qu'on nous dit aussi qu'il faut, il faut voir la qualité et le prix. Pardon, dans les dossiers d'appel d'offres, c'est au moins offrant ou c'est chez le moins offrant qu'on va? Ah oui, mais il y a une garantie de qualité d'abord. D'accord. Pour la même qualité, le moins offrant. C'est très important. Pour la même qualité? Pour la même qualité, le moins offrant. D'accord. Alors, mais si vous détruisez la qualité, si vous donnez un produit de moindre qualité, eh bien, c'est normal que le prix baisse. D'accord. Et je conseille aux chefs d'entreprise de ne pas opter pour la moindre qualité. Vous pouvez acheter un équipement qui va faire juste 1 an et c'est comme un ordinateur. Vous savez, nous avons toutes catégories. Donc des ordinateurs de marque que vous pouvez acheter qui vont durer 4 ans parce que c'est la durée qui est économiquement prévue pour les ordinateurs. Mais si vous achetez un ordinateur, je dirais une pacotille qui ne va pas durer, qui au bout d'1 an déjà vous crée des problèmes, vous convenez avec moi que ça constitue des problèmes pour votre entreprise. Donc, il vaut mieux opter pour des équipements de qualité, des équipements qui vont durer longtemps et qui vont permettre à votre entreprise de les utiliser pendant un bon moment. Il y va de la réussite de votre entreprise. Donc, au nombre des causes d'échec, il y a justement cet aspect-là que beaucoup négligent et ils n'y accordent pas beaucoup d'importance. Mais quel argument est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on parvient à convaincre un chef d'entreprise de respecter son business plan? Enfin, au moins à 50 ou 60%. 60%, c'est encore peu. Je dirais qu'il faut aller au moins à 90%. À 90%, oui. Bon, d'accord. D'abord, la première des choses, lorsqu'il élabore le document, s'il se fait accompagner par une structure technique, la structure doit pouvoir le suivre à toutes les étapes. Il y a le suivi post-financement. Et dans des mécanismes de financement, c'est prévu. Parfois, même dans certains mécanismes, vous indiquez l'équipement que vous voulez et on vous l'achète pour éviter justement ces problèmes. Ça dépend de la structure qui veut mettre en place le financement. Donc, pour s'assurer de la qualité, la structure vous demande juste de lui préciser les spécifications techniques de l'équipement que vous voulez acquérir et la structure se charge de vous prendre cet équipement-là pour s'assurer de la qualité. Dans certains cas encore, on exige que la structure qui fournit les équipements offre une garantie pour qu'on s'assure que l'équipement va durer un certain nombre d'années. Je prends le cas des ordinateurs. On ne peut pas se permettre d'acheter un ordinateur sans une garantie de moins 1 à 2 ans. Donc, pour s'assurer au moins que l'équipement qu'on a va durer. Donc, c'est également important. On peut procéder par ces garanties-là qui vont être offertes par les structures, par les fournisseurs d'équipements et autres. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que le suivi post-financement va également permettre un marquage, c'est-à-dire un suivi de proximité pour ne pas laisser l'entreprise agir toute seule. Mais une entreprise qui veut s'assurer de la qualité de son travail, qui veut assurer qu'après obtention du crédit, va pouvoir rembourser ce crédit, doit se prendre au sérieux. Ah oui, ça c'est indispensable. Il faut que l'entreprise se prenne au sérieux. Si elle ne se prend pas au sérieux, les risques d'échec sont élevés. Et après tout, l'entreprise, quand elle réussit, c'est pour le bien-être de son chef. Ce n'est pas pour le bien-être des autres, c'est beaucoup plus pour le chef. C'est lui qui gagne de l'argent, il faut qu'il comprenne cela. Donc, on doit pouvoir les sensibiliser, c'est ce que nous faisons également, les sensibiliser à respecter rigoureusement cela. Sinon, l'échec est là. Alors, Maxime, au cas où le business plan réalisé par un cabinet et tout échouait et qui n'avait pas vraiment un suivi, est-ce que celui-là qui a fait rédiger son business plan peut
retourner vers ce cabinet pour reprendre ce qu'il avait déposé? Lorsque le business plan est élaboré, si c'est pour un objectif donné, et je disais tantôt qu'on peut l'élaborer soi-même pour avoir une planification et savoir comment faire les choses, sans forcément recourir à un financement. Mais une chose est sûre, si vous allez vers un partenaire avec le business plan, le partenaire tout de suite va vous dire que le business plan est mal élaboré. Ah bon? Ah oui, ça c'est clair. Le partenaire, il vérifie, il s'assure, il pose des questions, il demande aux besoins des améliorations. Donc, et puis, celui qui élabore le business plan, il doit se tenir prêt également pour apporter toutes ces améliorations, toutes ces informations complémentaires. Parfois, vous élaborez le business plan et on vous demande des documents complémentaires pour mieux comprendre ce que vous avez élaboré comme document. Donc, ce n'est que lorsque le partenaire s'assure que le document remplit donc toutes les conditions exigées qu'il s'engage avec vous. Sinon, il n'a rien à faire avec votre document. Il s'assure de tout. S'il a besoin de garanties, il va exiger que les garanties soient apportées. S'il a besoin qu'on étoffe certaines parties du document pour mieux décrire un certain nombre de choses dont lui il a besoin, eh bien, il va vous exiger cela. Donc, très souvent, le problème n'est pas lié à la qualité du document parce que le document est souvent corrigé plusieurs fois et on a un produit fini, un document prêt, bancable, avant même que le partenaire ne s'engage avec vous. Le problème, très souvent, c'est beaucoup plus à la mise en œuvre. À la mise en œuvre, à la qualité du porteur de projet, à son sérieux, sa rigueur dans la gestion. Et c'est beaucoup plus à ce niveau qu'on rencontre des difficultés. Et donc, grâce à un business plan bien élaboré, on peut réussir à... Un business plan bien élaboré et un porteur de projet. Comment? Il y a une différence Ah oui, c'est important, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Le business plan n'est qu'un document. Un business plan peut être mis en œuvre par plusieurs personnes. Ça dépendra de la façon dont chacun veut mettre en œuvre son business plan. Je donne encore un exemple très simple. D'accord? Dans mon business plan, j'ai prévu de produire du manioc. D'accord? Et dans le business plan, il y a un descriptif qui est fait. Et il faut mettre tel nombre de boutures à l'hectare, il faut apporter telle quantité d'engrais. Alors, au moment de la fertilisation, c'est-à-dire l'apport d'engrais, de minéraux à la plante, je me permets de réduire la quantité d'engrais parce que je veux faire économie. Le résultat ne sera pas le même que celui qui a respecté les normes. Ce qui est écrit. Donc, c'est justement à ce niveau, et c'est dans la mise en œuvre du projet, c'est dans la rigueur. La rigueur, le porteur de projet doit être là à la mise en œuvre. Et certains prennent le risque une fois le projet financé, de commencer pas à jouer au chef et de laisser d'autres exécuter le projet à leur place. Ah bon, c'est une erreur à éviter. Il faut vraiment éviter cela. Il faut être là, il faut être prêt à se réveiller très tôt et à se coucher très tard. Il faut être là à la mise en œuvre, il faut être rigoureux là-dessus, il faut faire un suivi rapproché. C'est très important et c'est justement là le plus gros problème. On peut avoir un business plan de moindre qualité et à la mise en œuvre être rigoureux et réussi. Mais lorsque le business plan est bon, même s'il est le meilleur au monde, et vous-même, vous ne faites pas un bon travail, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas rigoureux, eh bien, vous allez passer à côté des résultats. Tout simplement. Oui, tout simplement. D'accord. C'est ça. Et nous invitons les entreprises à non seulement se faire la voie des business plans, mais à aller vers des formations là-dessus. Parce que lorsqu'on vous forme, il y a des formations pour savoir élaborer le business plan. Il y en a pour bien connaître, pour mieux s'approprier du contenu d'un business plan. Et tout chef d'entreprise, à défaut de savoir élaborer un business plan, doit pouvoir bien connaître, bien comprendre le contenu d'un business plan, doit pouvoir lire correctement et interpréter tout ce qui est écrit. Parce que si vous ne possédez pas votre document, à la mise en œuvre, vous aurez des difficultés. Donc, il est important également d'accepter d'aller suivre des formations qui sont destinées à cela, qui vous préparent donc à bien lire, à bien comprendre le business plan, à bien comprendre la partie économique, les calculs de rentabilité ou autres, c'est important. Le délai de récupération du crédit, c'est important. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est des notions auxquelles un chef d'entreprise, quelle que soit sa formation de base, il doit
aller à des formations pour se familiariser à ces thèmes, parce qu'à la mise en œuvre, il sera contraint de prendre des décisions liées donc à ces ratios, à ces calculs économiques-là. Est-ce à dire que la NPME forme à tout cela La NPME forme à tout cela. Nous organisons des formations à des moments donnés de façon périodique, mais nous acceptons également de former des chefs d'entreprise qui s'adressent eux-mêmes à nous. Et même si le thème n'est pas programmé, eh bien, on s'entend avec ces chefs d'entreprise pour les renforcer et leur permettre de mieux jouer leur rôle. Maxime Toklo, merci beaucoup. Merci et à mercredi prochain. D'accord, ouais, avec une autre thématique. Allez, vous passez une excellente journée. Merci. Et à très bientôt. Alors, on vous propose de marquer une courte pause, une très courte pause, le temps de voir et de régler rapidement quelques menus détails. On vous retrouve dans une poignée de secondes, si vous le permettez bien. Le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. La suite de 5 sur 7 matin sur la télévision nationale. Évidemment, nous sommes mercredi, vous le savez, tous les mercredis, nous parlons essentiellement économie et finances par ici. Et aujourd'hui, après avoir découvert, je dirais, le business plan, nous allons pouvoir parler de l'inclusion financière et de ses enjeux au Bénin. Nous vous l'avions annoncé à l'entame de cette émission, l'inclusion financière qui en réalité est très importante dans le financement participatif, dans l'optique de pouvoir permettre réellement aux uns et aux autres d'obtenir le financement nécessaire pour pouvoir développer leurs activités. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir en discuter avec Martial Guidigan. Vous faites office d'invité et de chroniqueur en même temps. Martial Guidigan, bonjour. Bonjour Loïc Peko. Alors, l'inclusion financière, qu'est-ce qu'on peut y comprendre réellement? Vous savez, l'inclusion financière, très souvent sur le terrain, on voit que les populations ont de la peine à accéder ou avoir accès au financement, c'est-à-dire aux services financiers. Et donc, l'inclusion financière, en termes terre à terre, c'est peut-être, disons, le fait de permettre aux populations, surtout défavorisées, d'avoir accès aux services financiers, aux différents services financiers et de façon équitable à moindre coût. C'est vrai, on sait qu'au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il y a cette volonté de pouvoir réellement permettre à ce que l'inclusion financière soit ancrée dans les habitudes et normalement, les chefs d'État devraient pouvoir, chaque pays, chaque autorité devrait pouvoir mettre en pratique cette inclusion financière dans son pays. Et au Bénin, justement, il y a cette volonté manifeste de l'exécutif de pouvoir réellement permettre aux plus démunis d'avoir un certain financement pour pouvoir développer leurs activités. C'est ce qui est fait depuis, notamment au niveau du ministère de la microfinance, mais également au ministère des Affaires sociales et au plus haut niveau donc de l'exécutif. Alors, quel est le constat qu'on peut faire aujourd'hui de façon opérationnelle sur le terrain, de façon concrète? De façon concrète, on peut dire que nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Il faut reconnaître qu'après l'UEMOA qui a décidé d'aller sur ce chantier avec les États, la BCEAO a déjà élaboré, disons, une stratégie, laquelle stratégie qui serait prise par chaque État et qui sera adaptée aux réalités ou au contexte national. Mais le Bénin est en train d'élaborer actuellement sa stratégie, c'est-à-dire conformément aux réalités ou aux problèmes nationaux. Et donc, nous sommes en train de chercher
Mais en ce moment, il y a quand même des ONG ou des privés qui ont commencé déjà par avoir, disons, à mettre le pied à l'étrier et qui ont commencé par aller pour la formation financière avec les populations et les services financiers. Et donc, nous sommes petitement en train de rentrer dans l'inclusion financière afin de lutter contre la pauvreté et d'aller vraiment au développement, comme on le dit. Vous parlez justement de ces initiatives. Nous savons qu'il y a par exemple la DAPAMI qui travaille à ce que justement un plan soit vraiment réalisé au Bénin. Voulez-vous dire concrètement, Martial, qu'aujourd'hui dans notre pays, les populations ont une certaine difficulté à avoir accès au financement? Si oui, pourquoi en réalité? Absolument, parce que déjà, les populations ont cette difficulté à avoir accès aux services financiers. Elles ne se rendent pas compte très souvent que le problème est elle-même, comme on peut le dire. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas, dans un premier temps, les services financiers, mais c'est les populations elles-mêmes. En quoi les populations elles-mêmes sont, je dirais, coupables, comme vous le dites là? Les populations sont elles-mêmes le problème qui se pose parce qu'elles ne se rendent pas compte que lorsqu'on va faire contracter un prêt, par exemple, on doit pouvoir rembourser ce prêt-là à temps et normalement. Est-ce que c'est ce qui justifie, selon vous, la frilosité des banques aujourd'hui à pouvoir exactement, vous l'avez perçu. Exactement, vous l'avez perçu. Lorsque vous contractez un prêt que vous ne remboursez pas, vous ne permettez pas à la chaîne de continuer. Et donc, les banques deviennent frileuses parce qu'elles se disent, les populations, quand elles viennent contracter un prêt, elles ne remboursent pas. Lorsque vous ne remboursez pas le prêt que vous contractez, vous ne pouvez pas permettre à votre concitoyen ou bien à votre frère de revenir encore contracter un autre prêt, quitte à lancer une activité ou pour vous parler de business plan. Lorsque vous créez une entreprise, il vous faut quand même de l'argent pour commencer et démarrer vos activités. Et donc, en ce moment, il y a que les populations doivent être éduquées financièrement, formées pour pouvoir quand même savoir quel comportement adopter. Maintenant, sur le terrain, il faut que quand même les services financiers aussi comprennent que ils sont là pour le développement, pour financer les activités des populations afin que le développement précoce. Alors, vous parlez de développement et ce sera sans doute la dernière question avant de vous laisser partir, Martial Guidigan. En quoi l'inclusion financière peut impacter, peut booster, j'ai envie de dire, l'économie nationale? Lorsque vous imaginez un peu 1000 jeunes, et très souvent, ça concerne les femmes et les jeunes. Lorsque les jeunes et les femmes vont pouvoir quand même se lancer dans leur entreprise. Notamment par rapport aux directives de l'UEMOA et de Absolument. De la communauté vous voyez ce que ça peut faire? Oui. Création d'emplois, création de richesses, croissance économique, et tout cela réuni, c'est le développement. Tout simplement. Absolument. D'accord. Allez, Martial Guidigan, merci pour ces précisions, ces explications sur l'inclusion financière. Il faut le dire, l'inclusion financière décidée donc au niveau régional et sous-régional pour permettre réellement aux jeunes, aux femmes et aux enfants notamment, comme vous l'avez dit, de pouvoir obtenir le financement. Et quand on a le financement, on peut financer ces activités. Il y a cette frilosité au niveau des banques, mais il faut que les politiques publiques soient mises en œuvre pour pouvoir réellement, je dirais, convaincre ces banques à pouvoir accorder des crédits pour permettre et faciliter, donc, je dirais, une meilleure croissance économique de notre pays. Et que les populations aussi adoptent le comportement qu'il faut. D'accord. Allez, Martial, merci. Vous passez une excellente journée. Nous vous l'avions annoncé, mesdames et messieurs, ce gala des meilleures entreprises, des entreprises les plus dynamiques de l'UEMOA et également donc du Bénin. Il y a cette initiative de Ecofinance Entreprises qui déjà en 2015 était au Bénin et a primé plusieurs entreprises. Cette année 2018, Ecofinance est encore au Bénin et ce gala aura lieu donc le 10 novembre prochain, samedi prochain. Nous allons recevoir donc le coordonnateur adjoint de ce dîner de gala qui va nous donner plus de précisions. Raphaël Adianako, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ricardo le rappelait, et puis on sait, il y a eu Bamako, il y a eu Burkina Faso, il y a eu le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Bénin une fois déjà, une fois de plus le Bénin encore. Alors, que faut-il comprendre à travers cette initiative de gala pour primer les entreprises les plus dynamiques?
Ok, avant de commencer, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez afin de pouvoir une fois encore présenter le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA. Alors, ce gala est organisé par le cabinet Ecofinance, un cabinet sénégalais qui a déjà fait son chemin dans les différents pays, comme vous venez de le citer. Le Bénin a été retenu en 2015 pour essayer d'abriter ce gala. Et en 2018, nous organisons la 2e édition du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA afin de primer les meilleures entreprises qui ont su impacter l'économie béninoise. Alors, Ecofinance part sur 4 critères. Lesquels déjà? L'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'économie. Alors, c'est à partir de ces 4 critères que les entreprises sont sélectionnées pour essayer maintenant de participer à cette soirée, je dirais, de gala, qui est l'apothéose en fait d'un travail que Ecofinance fait de long en large avant d'arriver à cette soirée de gala qui fête l'économie des pays de l'UEMOA. Alors, vous avez cité 4 critères, hein, l'expertise, la capacité d'innovation, la pénétration du marché et puis l'impact sur les activités et tout. Comment est-ce que ces entreprises sont sélectionnées ou ces critères? Qui sont ceux qui sélectionnent ces entreprises? Est-ce qu'il y a une certaine impartialité dans le choix qui est fait? Bien sûr, il y a une certaine impartialité, si je peux me permettre de le dire, parce que nous faisons une étude en fait scientifique qui nous permet, à travers les rapports des Nations Unies, les rapports des différentes entreprises, les rapports fournis par l'État sur des entreprises. Maintenant, à base de ça, nous faisons un classement pour pouvoir déterminer quelle entreprise plutôt a essayé d'impacter l'économie du Bénin, quelle entreprise a apporté une innovation conséquente et qui a donné accès à peut-être toute une population et qui a fait que les populations... A boosté d'une façon ou d'une autre. Exactement. Qui a fait que les populations sont contentes de la prestation de cette entreprise. Donc, à travers tout cela, nous passons par des sondages pour essayer maintenant aujourd'hui de comprendre quelles sont les meilleures entreprises dans les différents pays qui essaient maintenant de donner de l'impact sur l'économie de chaque pays où nous passons. C'est vrai qu'elles sont 100 qui seront donc dévoilées. Il y aura tout de même, au-delà de ces 100-là, la crème de la crème, celles-là qui vont obtenir le Graal. Ça va être le clou véritablement de la soirée. Comment est-ce qu'elle va se dérouler, la soirée du 10 ? Ok, merci beaucoup. La soirée du 10 novembre se déroulera au Bénin Royal Hotel, comme prévu. Et nous avons mis sur pied une équipe dynamique qui a déjà travaillé avec nous sur l'édition 2015, une équipe professionnelle rompue à la tâche. Et aujourd'hui, nous avons sur toute la ville de Cotonou et sur tout le territoire béninois des supports de communication qui démontrent la notoriété de cet événement. Alors, nous avons déjà lancé les différentes cartes d'invitation aux chefs d'entreprise et aux différentes autorités du pays pour essayer de venir le 10 pour assister à l'événement. De plus, nous avons mis en œuvre avec la coordination avec l'hôtel comment essayer d'accueillir les invités, les différents invités dans les meilleures conditions nécessaires parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA est un gala de grande renommée avec la présence de plusieurs autorités et de plusieurs hautes personnalités. Alors, il faut tout préparer minutieusement afin d'avoir un bon accueil, afin de réserver plutôt un bon accueil aux différents invités qui seront à notre niveau. Alors, cette équipe travaille sur pied toujours de jour comme de nuit. Voilà, de jour comme de nuit, exactement, pour essayer de mettre à l'aise les invités le 10 novembre. Alors, Serge le disait à l'instant, il y aura la crème des crèmes, il y aura justement cette innovation que vous avez voulu